Bonsoir Paris et la France et le monde, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir Chino. Et non, ce soir, alors normalement je ne vais pas hurler, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise, d'une porte qui claque, de, je sais pas, d'un pigeon qui rentre en volant dans l'appartement. Non, les portes, les fenêtres sont fermées, mais on sait jamais. On sait jamais. Il y a plein de raisons de hurler dans la vie. On peut pas promettre qu'il n'y en ait pas une qui va surgir pendant ce live. C'est pas prévu, mais on ne sait jamais. Après tout, on est quand même ici entre gens qui aiment avoir peur, alors voilà. Salut Chut Chut, salut Azazel.
Salut Bloody Bobo 86 et bienvenue sur ce chat pour la première fois. Merci Wells pour l'abonnement. Tu es un... Mince, j'ai pas eu le temps de voir. Quelque chose Barbastel, bravo. Merci beaucoup en tout cas pour l'abonnement. Hello Silverbarb, Bates Channel de même. Hello, hello. Hackman également qui est de retour. Bonsoir, bonsoir. Et donc Wells. 8e mois d'abonnement. Ah là 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 là. Ça veut dire que... j'ai pas regardé. Merci Lapin Zombie pour le follow. Ah oui, en parlant de follow, je suis à 1952, enfin 1953 maintenant, followers. Bientôt les 2000. N'hésitez pas, si vous me regardez sans me follow, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de passer un petit palier, d'avoir l'impression que les choses progressent un peu. C'est toi le clown qui commente mes liens sur Blue Sky? Qui commente mes liens? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... J'ai beaucoup de clowns qui commentent mes trucs. Donc... Ah oui, Bubble, je te vois. Ah oui, oui. Ah oui, c'est toi qui te plaignais de pas avoir eu le temps de voir le film. Bah écoute, ça fait quand même, du coup, demain ça fera une semaine qu'il est sorti. Il y a un week-end qui est passé, donc en général c'est le délai que j'essaie de tenir. C'est vrai que parfois je fais ces lives le jour même de la critique parce que je sais que je vais, enfin le jour même de la sortie du film parce que je sais que je vais pas avoir le temps de les faire après, ou alors je les fais bien après parce que justement au contraire j'ai pas le temps sur le moment de la sortie du film. Mais en général, le début de semaine après le premier week-end d'exploitation, c'est un peu le délai que j'essaie de tenir pour que à la fois les gens aient eu le week-end, enfin les gens qui ont vraiment envie de voir le film aient eu le week-end pour y aller, et en même temps qu'on soit pas trop loin de la sortie pour que les gens en aient quand même encore un petit peu quelque chose à faire, quoi. Et oui, je t'ai bien remarqué. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être là. Effectivement, ah oui d'ailleurs, si jamais quelqu'un veut mettre un petit message épinglé, je sais pas si j'ai des modos là ce soir, ou alors je vais le faire moi-même. Évidemment, c'est un live avec spoilers. Attention, spoilers. Attendez, je le mets. Bonsoir, Movie Addict. Hop, voilà. C'est un live avec spoilers, comme toujours mes lives cinéma, hein. L'idée c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du film et de parler de tout librement. Donc voilà, le replay sera disponible. En parlant de replay disponible, j'ai fait une énorme bêtise ces jours-ci. Enfin, énorme bêtise, pour moi, à mon échelle. Ça n'impacte absolument personne d'autre, mais moi ça m'emmerde de ouf. C'est que mon live The Substance, j'ai laissé expirer le live sans l'avoir téléchargé et donc sans le mettre sur YouTube. Donc le replay de ce live n'est absolument plus disponible et je m'en veux énormément. Alors après, c'est vrai que j'ai fait le live chez Monsieur Bobine aussi, enfin un live sur la chaîne de Monsieur Bobine et la vidéo écran large, donc c'est pas comme s'il y avait aucune trace de tout ce que j'avais fait sur ce film, parce que bon, mine de rien, je lui avais quand même consacré un certain temps de réflexion et de voilà du travail, quoi, tout simplement. Donc ça, je suis vraiment un peu dégoûtée qu'il en reste pas trace sur ma propre chaîne. Je suis contente qu'il y ait la vidéo sur écran large, mais c'est vrai que le live entre nous, j'avais pris le temps de développer plus de choses. Voilà, il y avait les réactions avec vous, tout simplement, ce que vous apportiez à la discussion, tout ça. Et malheureusement, ça, il en reste plus trace, tout simplement parce que j'ai oublié. Donc je suis vraiment dégoûtée. Hello les gens qui arrivent sur cette note amère, Vic et Delirium. Et Rigop, pardon. Donc voilà, tu disais des trucs intelligents pour une fois, Chino. Ah, je suis désolée. Bah écoute, tu n'es pas à l'abri d'en dire ce soir aussi, on sait jamais. Mais bon, voilà, donc je suis désolée pour les gens qui s'en intéressés. Je suis vraiment, voilà. Encore une fois, il y a le replay du live sur Monsieur Bobine, sur la chaîne du Ciné Club de Monsieur Bobine, et il y a toujours ma vidéo sur la chaîne d'écran large, évidemment. Mais je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas trace de ce que j'ai fait sur le film, sur ma propre chaîne, sur ma chaîne Demoiselle d'horreur, alors que c'est quand même The Substance, c'était vraiment idéal. Bref, donc je suis un peu dégoûtée de ça, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi. Je me suis laissée déborder par plein de choses et j'ai oublié de m'occuper de ça. Salut Bush 2105 ou 2105. Bref, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, juste avant de commencer, je voulais vous dire
faire un petit récap de ce qui se passe ces temps-ci. Ce week-end, j'ai eu le plaisir d'animer une table ronde à Limoges, une table ronde sur, alors qui s'appelait Regards croisés sur la diversité au cinéma. Et c'était une table ronde qui parlait globalement d'inclusivité et d'intersectionnalité au cinéma, représentation des minorités. Alors il y avait évidemment une minorité de genre, minorité comment dire, enfin tout ce qu'on peut, enfin les femmes aussi, donc tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut imaginer en termes de minorité, les personnages non blancs, les acteurs non blancs, devant et derrière la caméra, toutes ces questions d'inclusivité, aussi les personnes non valides, et aussi beaucoup parce que ça intéressait les professionnels qui étaient présents évidemment, le parisianocentrisme du cinéma, la manière dont le cinéma en France est extrêmement centralisé, aussi bien dans son industrie, dans la manière dont il est fait, où tout se passe à Paris, mais aussi dans ce qui est représenté à l'écran, où il y a une proportion démentielle de films qui se passent à Paris et dans des appartements chics, tandis que les campagnes, les régions... Hello, Chaque Norris TV, merci beaucoup pour le follow. Et tout simplement toutes les autres villes qui ne sont pas à Paris, enfin bref, tous les autres endroits en France qui ne sont pas Paris, la manière dont ils sont très facilement stigmatisés. Bref, c'était très intéressant comme table ronde. Donc moi je l'animais, hein, j'étais pas intervenante en soi, bon j'ai un minimum participé, mais moi j'étais la modératrice, l'animatrice de la table ronde. Les intervenants étaient Jess et Mylène de la sororité, donc que vous connaissez pour la chaîne Jess Slasher et la chaîne Welcome to Primetime Beach, que vous avez eu l'occasion de voir dans de nombreux lives de la sororité et tout ce qu'elles font par ailleurs, et ainsi que Laoussine Grimiche, qui est un producteur et directeur artistique qui fait partie du collectif 50-50. Voilà, donc c'était une chouette discussion. J'espère faire d'autres événements à Limoges, qui est une ville que j'aime beaucoup, qui est la ville plus ou moins de la famille de mon copain, donc c'est pratique pour moi, et c'était chouette, voilà. Donc, pour une fois que je faisais justement quelque chose en dehors de Paris, c'est quand même toujours chouette. Et justement, en parlant de faire des choses en dehors de Paris, je voulais aussi aborder un autre sujet et après je passe à la critique. Merci Chino pour le lien. Les territoires, Vic, si tu veux, effectivement. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en parlant de faire des choses en dehors de Paris, en février, et peut-être bien un peu en janvier aussi. En février notamment, je participe au festival des Mycéliades, auquel j'avais déjà participé l'année dernière. Donc les Mycéliades, c'est un long festival sur en gros la science-fiction. Dans le cinéma mais pas que, et avec un thème différent chaque année autour de la science-fiction. Et la particularité de ce festival, c'est qu'en fait il se déroule à plein d'endroits dans Paris, où en fait il y a énormément d'événements qui se mettent en place, et ensuite ils sont rattachés à la programmation des Mycéliades, voilà, qui est une sorte d'égide générale sous laquelle s'organisent tous ces événements. Et donc l'année dernière, j'avais été à Granville, à Nancy, à Clermont, et c'était tout, peut-être bien, c'est déjà pas mal, pour faire des présentations de séances, tout simplement, des présentations de projections et des discussions et des analyses avec le public dans ces différentes villes. Et cette année, je vais recommencer. Alors les dates n'ont pas encore été entièrement fixées, donc l'agenda est pas complet sur le site des Mycéliades, mais vous avez déjà les invités qui sont annoncés, dont moi du coup, et je sais déjà qu'a priori, donc je vous le dis là, je n'ai pas encore communiqué officiellement dessus parce que donc les choses ne sont pas à 100% fixées, mais je vais normalement faire une date à Noisy-le-Grand, des dates à Tours, à Metz et Tours, Metz, Noisy-le-Grand et où ça déjà? Je me rappelle plus. Enfin, je recommuniquerai dessus évidemment. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a donc des choses qui vont se passer en dehors de Paris en février, que ce sera cool, et qu'on parlera de science-fiction, et aussi le thème de cette année c'est plus ou moins les intelligences artificielles, donc on parlera d'intelligence artificielle aussi. Deliriumbert, tu dis, après les territoires et les régions, Paris annonce officiellement rebaptiser les colonies, ce qui n'est pas intramuros, pour davantage de clarté. Voilà. Ouais, c'est le Judith French Tour. Salut Spooky! Ta région d'origine, Chino, c'est quoi du coup? C'est Metz? Et écoute, ça a l'air de te faire plaisir. Amuse-bouche, bouche du coup? Bah écoute, bravo à toi. Euh, Ah, chut, chut, tu es à Metz? Bah écoute, voilà. Normalement, non, je vais pas te dire de petit. Je crois que parce que je sais que je fais des séances autour de Matrix, je me rappelle plus si c'est celle de Metz ou pas. Je m'avance pas trop. J'attends encore une fois que les choses soient officialisées à 100% avant de vous dire des choses sûres, quoi. Donc voilà, je communiquerai dessus sur les réseaux. Mais tout ça pour dire que, en parlant de faire des choses en dehors de Paris, ça arrive, il va y en avoir quelques-unes bientôt. Ah oui, effectivement, Chino.
Bah écoutez, Metz, j'y ai jamais été, mais je serais ravie de découvrir cette ville, enfin. C'est une région que je trouve très belle à chaque fois que j'y vais. Voilà, bah écoutez, on va peut-être passer un petit peu sur le film, tout simplement. Donc sur Heretic, qui est sorti le 27 novembre par chez nous, donc mercredi dernier. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu, en tout cas n'hésitez pas à poser des questions, réagir, alimenter la discussion, comme d'habitude. Surtout qu'en plus, moi j'ai eu la chance de le voir en projection presse, mais c'était il y a longtemps. Enfin il y a longtemps, oui, il y a un petit moment. Donc tout n'est pas extrêmement frais dans ma tête, j'avoue, parce que j'ai vu pas mal d'autres choses depuis, parce que voilà, j'ai pas eu le temps évidemment de le revoir avant ce live. Donc n'hésitez pas voilà, à intervenir pour préciser des choses, parce que si vous l'avez vu depuis mercredi, il sera sûrement beaucoup plus frais dans votre tête que dans la mienne. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah si, oui, le jour où je l'ai vu en projection presse, Mathieu aussi d'ailleurs, ça a été son cas. On est sorti de la salle, on ne s'est même pas vu d'ailleurs, on était dans la même salle, même projection. Comme moi c'était un jour où je travaillais pas à la rédac, on ne s'était pas coordonnés, on n'avait pas été ensemble, donc on savait pas qu'on était tous les deux présents ce jour-là. On a su qu'après qu'en fait on avait été à la même projection, en fait on s'est pas vu dans la salle, on s'est pas capté du tout, on s'est absolument pas dit bonjour ni quoi que ce soit. Mais un peu drôle parce que du coup tous les deux, on a su qu'on était à la même séance parce qu'on a assisté à la même chose en sortant de la salle. C'est-à-dire, parce qu'on se l'est raconté sur la conversation du boulot après, c'est-à-dire qu'on a croisé quelqu'un. On a croisé quelqu'un en sortant de la Projo Presse, et ça pourrait être genre magnifique, quelqu'un genre notre idole de quand on était jeune, quelqu'un qu'on admire énormément, quelqu'un qui voilà, et on a croisé Bigard. On a croisé Bigard, voilà. Et ouais, on n'a pas toujours de la chance. Alors, bref, pour reprendre sur le film exactement. Donc, Hérétique, c'est un film qui raconte, alors je vais vous faire un petit peu le pitch du film pour vous remettre un peu dans le bain, et surtout les personnes du coup qui ne l'auraient pas vu et qui n'auraient pas peur de se faire spoiler et qui assisteraient tout de même à ce live pour vous dire un peu sur quoi on part. Donc Hérétique, c'est l'histoire de deux jeunes mormones appelées Sir Paxton et Sir Barnes, qui sont chargés par leur paroisse d'aller convertir un homme qui a demandé à être renseigné sur leur religion. Et elles arrivent donc chez lui, donc il y a une petite maison isolée en périphérie de leur ville, de leur village. Donc dans cette petite maison, Mr. Reed, donc le fameux monsieur qui leur a demandé des renseignements, les convainc d'entrer en les assurant qu'elles ne seront pas toutes seules avec lui parce que, comme il le dit, sa femme est en train de cuisiner une tarte aux myrtilles dans la cuisine. Donc, les filles qui ont justement pour ordre de ne pas rester seules avec un homme dans une maison sont rassurées par cette information et acceptent de rentrer dans sa maison. Bigard, fan de 24. Alors je pense pas qu'il venait voir le film, du coup je sais pas pourquoi il venait là, mais je pense qu'il était pas. En fait, lui il arrivait dans la salle au moment où nous on en sortait, donc je sais pas ce qu'il était venu faire, mais il venait pas regarder Hérétique, je pense. euh, Comment c'est moche, comment être réellement effrayé après le film, c'est vrai. Ça a été le véritable jumpscare, absolument. Sir Bill Paxton. Ça se trouve, c'est sa fille en fait. Ça se trouve, tout ça. Bill Paxton et Hérétique, ça évolue dans le même univers en réalité. Salut Gomphidius. Donc voilà, la tarte aux myrtilles. Donc elle s'assied sur le canapé de Mr. Reed, et là, à partir de là, se déroule une discussion sur la religion, et en fait, les deux jeunes filles s'aperçoivent que ce Mr. Reed, en fait, il en sait déjà beaucoup sur la religion, et elles sont pas habituées à avoir quelqu'un qui a déjà des questions aussi précises et aussi rentre dedans, parce qu'on ressent une certaine amertume envers la religion. Bon voilà, elles savent pas à quel point finalement il a envie d'être converti. Elles commencent à le trouver de plus en plus bizarre, et en fait elles finissent par s'apercevoir surtout que la porte d'entrée est fermée à clé. Et plus ça va, et plus elles doutent qui est réellement la femme de Mr. Reed présente dans la cuisine. Elles comprennent qu'en fait elles sont seules avec lui, et que la seule manière de s'en tirer, ça va être de rentrer dans une joute verbale, et pas que verbale d'ailleurs, et de rentrer dans une sorte de jeu malsain de psychopathe que Mr. Reed a établi autour de la question de la foi et de la religion, dans lesquels il veut tout simplement les prendre au piège. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Hello Axistone, Bigard venait pour proposer le remake français Scientific. Ça m'étonnerait de sa part. À la fin on découvre que Hugh Grant c'est Bigard. Quelle horreur. Tu as vu Hérétique hier, Axistone? Bah écoute, comme je le disais, moi je l'ai vu il y a longtemps, donc n'hésitez pas, ceux qui l'ont vu récemment, à rafraîchir ma mémoire sur certains aspects, quand je manquerai de précision. Donc, concept plutôt marrant, effectivement on est sur un film à 24 qui
Alors du coup, parce que on dit beaucoup que A24 fait de l'elevated horror, encore une fois j'ai déjà expliqué à quel point je trouvais que ce terme était fumeux et à quel point on est beaucoup finalement dans les fans d'horreur à trouver que ce terme est fumeux. Euh, c'est un film qui pourrait rentrer dans ce qu'on a dans les clichés de l'elevated horror tel qu'on l'entend aujourd'hui, sauf que il a quand même aussi un côté vraiment série B purement divertissante qui est moins Midsommardesque, quoi, on va dire. Mais bon, on s'en fiche un peu de ce qualificatif. C'est à 24, mais ça pourrait être autre chose. C'est pas. Là, on va dire que le tampon à 24 n'est pas prédominant dans le style du film, je trouve. Donc, le film. Parce que j'ai aimé le film, hein, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse un stream dessus. J'ai aimé le film, même s'il a des défauts dont on parlera. Il est écrit et réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Et c'est là que ça m'a étonné, parce que d'ailleurs je me suis rendu compte en fait, parce qu'au départ je me suis dit oh c'est des noms que je connais pas, ça doit pas être des gens connus, je me suis pas arrêtée dessus. En fait si, c'était des noms que je connaissais. J'ai compris après le film que c'était les mecs qui avaient réalisé, qui avaient commis 65 La Terre d'avant avec Adam Driver, sorti en 2023. Horrible ce film, nul, nul nul nul. Vraiment, j'en avais fait une vidéo critique justement un peu assassine sur le site, sur la chaîne d'écran large. Pour le coup, ça c'était vraiment du foutage de gueule. Ça c'était vraiment compliqué, 65 La Terre d'avant. Pourtant, qui partait avec en plus avec un super concept et bon, il avait tout pour être vachement bien ce film, mais il l'avait complètement foiré. C'était n'importe quoi. Donc je me suis dit wow. Je suis d'autant plus étonnée d'avoir aimé Hérétique. En revanche, du coup, même je suis contente de n'avoir su que c'était les mêmes réalisateurs que après le film, parce que j'aurais eu peur en fait que ça me mette un a priori négatif sur Hérétique, alors que sans le savoir, en fait, j'ai vraiment aimé. Le pitch du film évoque vaguement Knock at the Cabin, dans le sens des gens coincés dans une pièce, beaucoup de dialogue, un truc très bizarre. Mais alors c'est marrant que tu dises ça, Lapin Zombie, et merci de participer sur ce chat, parce qu'en fait, la chose qu'ont dit Mathieu et Geoffrey, mais surtout Mathieu quand il est sorti du film, c'est quelque chose de très vrai, c'est que en fait, Hérétique, on dirait que c'est un bon film de Shyamalan. Alors pas du Shyamalan de la grande période, c'est pas au niveau de Incassable, du Village ou de Sixième Sens, mais c'est ce que le Shyamalan d'aujourd'hui pourrait réaliser de mieux s'il bougeait un peu le cul. S'il acceptait de réaliser autre chose que des étrons. Alors, Knock at the Cabin, je croyais pas que c'était un énorme étron, hein, mais globalement, c'est vraiment un film de petits malins, à petits twists, à petits retournements de situation, et surtout avec la question centrale de la foi, parce que c'est évidemment ce qui habite tous les films de Shyamalan, qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est hérité de son cinéma. Et autre chose qui était intéressante du fait que ce soit réalisé par Scott Beck et Brian Woods, c'est que c'est aussi quand même un film de petit malin, parce que le problème de 65 La Terre d'avant, c'est que c'était vraiment purement un film de petit malin qui, pour essayer de t'en mettre plein les yeux, ou te donner l'impression qu'il a un scénario avec des retournements de situation absolument incroyables et que t'as tellement pas vu venir et qui va tellement te mind blown, mais en fait il te dissimulait des choses pour en fait réussir ses effets, mais en fait c'est fait de manière artificielle et c'est juste pour te faire croire que le scénario prend des boucles vraiment inattendues et très très habiles, alors qu'en fait il te cache juste des informations de manière artificielle, voilà, pour mieux t'étonner par la suite, sauf qu'en fait tu vois les ficelles. Il y a un petit peu de ça dans Hérétique, il y a un petit peu le côté film de petit malin, de genre waouh, on va tellement vous parler de sujets profonds et de manière dont vous ne l'attendez pas et tout, et parfois c'est un peu genre si ça va, gars. Mais là, ça reste agréable dans Hérétique parce que c'est effectivement plutôt malin par certains aspects, que c'est pas trop ultra présent dans le film et que le film pète pas trop plus haut que son cul, enfin même pas du tout, je trouve, contrairement à Hérétique et à 65 La Terre d'avant. Et du coup, en fait, c'est juste, c'est sympa. Il y a des côtés un petit peu genre, ouais, ok, tu fais ton petit malin, mais c'est pas grave, ça passe beaucoup mieux. Il y a 15 fusils de Tchekhov environ, tu dis Rigop, dans Hérétique ou dans 65 La Terre d'avant? Parce que justement, ce qui est intéressant dans Hérétique, je me permets de le préciser là parce que je l'ai pas tellement inscrit dans mon plan par la suite, c'est que je pense à ça parce que mon copain, dans Hérétique, ok, parce que mon copain a vu le film récemment là et il m'a dit qu'il a justement, il avait beaucoup aimé la manière dont les fusils de Tchekhov étaient employés, notamment le coup de la poutre avec les clous qui tombe à un moment donné et dont on sait très bien qu'elle va resservir et qu'en fait au moment où elle resserre, le film a réussi à complètement te faire oublier le fait qu'elle existait et à te donner l'impression qu'elle resservirait plus jamais, etc. Et donc il y a un côté on sait que vous savez,
mais on va réussir à jouer avec ça et à quand même vous surprendre. Et ça va avec des thématiques du film dont on va, dont on va discuter plus tard et que je trouve au contraire vraiment bien employé. Ça m'a pas tellement dérangé le côté fusil de Chekhov, j'avoue. La foi et la psychophobie sont les deux fondements de la filmographie de Shyamalan, nous dit Delirium Bear. Pardon. T'as pas aimé Spooky? On est plus à ça près, tu me diras. Absolument, Charcot l'outre, que le côté petit malin fait écho au personnage de Reed. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Justement, je voudrais faire une première partie un petit peu sur la crédulité, parce que évidemment que tout le discours de Mr. Reed, ça va être un peu que finalement la religion, la foi. Ah d'accord, Spooky, tu parlais de 65, effectivement, effectivement c'était de la merde, on est d'accord. Bref, c'est que la religion, la foi, tout ça, c'est juste des modèles de pensée, enfin, des artifices préconçus vous inculquer, pour nous inculquer à nous, le peuple, des modèles en fait de morale et des modèles réconfortants mais en même temps aliénants qui vont faire qu'on va s'adonner, se dévouer totalement à une croyance qui va nous faire croire en un dieu et nous donner une ligne de conduite. Or, tout ça, finalement, n'est que habitude, culture, tradition, mais avec absolument rien de réel derrière. Et qu'au bout d'un moment, c'est parce qu'on nous habitue à croire à certaines choses, à un certain, comment dire, à certains modèles, à certaines habitudes, etc., que on va partir du principe que ces choses sont vraies et que donc, à force, bah, en fait, l'ordre établi par Dieu doit être réel, etc. Donc c'est un peu le principe de ce que avance Mr. Reed, donc le personnage de Hugh Grant. Ah oui, parce que j'ai pas dit, c'est un film avec Hugh Grant, Sophie Thatcher et Chloé East, je vais revenir dessus un instant. Et enfin dans un instant, et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que le film va vraiment jouer avec ça de manière méta, va vraiment nous dire vous pensiez que les choses allaient se passer comme ça, parce qu'on vous a conditionné à penser qu'elles allaient se passer comme ça, et en fait elles ne vont pas se passer comme ça. Donc je reviens un instant sur le casting avant de continuer là-dessus. Ah oui, tu l'as pas encore vu Spooky Hérétique? Bah écoute, j'espère qu'il te plaira. Petite futée, absolument. Absolument. Petite futée, c'est la citation, c'est la réplique qui a inspiré, qui a donné le nom du podcast de ma sœur. Ma sœur a elle a deux podcasts en réalité. Elle en a un qui, désolée, je fais sa pub du coup. Il y en a un qui s'appelle L'hymne à la daube, dans lequel elle interviewe des artistes de la chanson qui viennent parler de leur plaisir coupable en musique, mais justement pour abroger la notion de plaisir coupable, où en fait on a des chanteurs, chanteuses qui viennent dire bah voilà en fait moi la chanson considérée comme pourrie que j'adore, c'est telle chanson, et ensuite ils parlent de pourquoi ils l'aiment, de ce que ça leur évoque, de voilà. Et alors elle fait plus beaucoup d'épisodes maintenant parce que c'est un podcast dont voilà, comme elle est partie sur un autre podcast, elle s'en occupe moins. Mais voilà, les épisodes sont intemporels, ils s'écoutent n'importe quand, ils sont pas dans l'actualité, donc c'est hyper chouette. Vous les trouvez un peu sur toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube. Et pour un Noël, alors pas le Noël dernier, celui d'avant je crois, elle avait fait un truc très chouette. Elle avait demandé du coup à ses différents invités, les différentes personnes qu'elle avait reçues dans son podcast, de faire une reprise en fait de la chanson dont ils avaient parlé. Donc c'est hyper cool. C'est très chouette. Donc il y avait Pomme qui chantait une chanson de Laurent Voulzy, peut-être bien, je me rappelle plus. Flore Benguigui, donc la chanteuse de l'Impératrice qui a quitté le groupe là, et dont vous avez peut-être vu le témoignage assez glaçant sur Mediapart, mais qui faisait aussi une très belle reprise. Enfin bref, il y a plein de choses. Je vous conseille évidemment l'écoute de ce podcast si ce thème vous intéresse un petit peu. Hello, Captain Batmax. Voilà, donc ça c'était pour son premier podcast, et donc le deuxième podcast, c'est là que c'est à ça que je voulais en venir, s'appelle Clever Girls, et donc c'est inspiré de la réplique Petite Futée. C'est un podcast dans lequel, en un certain nombre d'épisodes, elle analyse Jurassic Park, roman et film, à travers un prisme féministe et pro-vegan, en expliquant que en fait justement ce sont des œuvres qui ouvrent les réflexions sur le féminisme et le véganisme, l'antispécisme, etc. Et elle fait une sorte d'analyse un peu sociaux, enfin en fait
énormément d'aspects de ses œuvres, parce que voilà, Jurassic Park, ça la passionne. Et donc bref, c'est un angle d'attaque hyper original sur ces œuvres-là, et donc voilà, le podcast qu'elle voulait appeler en référence à la fameuse réplique Petite Futée, s'appelle Clever Girls, et aussi trouvable sur toutes les applications. Et il y a le dernier épisode qui sort quand? Aujourd'hui peut-être bien, je me rappelle plus. Donc n'hésitez pas. Non mais non, Spooky, calmons-nous. Voilà, donc pour revenir au film. Donc ce qui est hyper intéressant évidemment dans le fait de caster Hugh Grant dans le rôle de Mr. Reed, parce que c'est un peu ce qu'on attendait on va dire, c'est que Hugh Grant, vous savez à quel point il a été connu pour être le jeune premier idéal de comédie romantique britannique pendant super longtemps. Enfin, en tout cas, pendant les années 90 et le début des années 2000. Alors, évidemment qu'il a fait d'autres choses. Évidemment, je ne vais pas entièrement le réduire à ça. Mais c'est quand même vraiment pour ses rôles dans 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, et d'autres qui m'échappent, qu'il a été le plus connu. Et il a été aussi jeune premier dans le magnifique Raison et Sentiment de Ang Lee, évidemment inspiré de Jane Austen, avec aussi Alan Rickman et Emma Thompson et Kate Winslet. Il est incroyable ce film, franchement, regardez-le, il est trop beau. Donc voilà, et en fait Hugh Grant il a un énorme capital sympathie, on va dire. Hugh Grant est gentil, il ne peut pas en être autrement. Ah, je sais pas, Lapin Zombie, parce qu'il avait quand même un peu défrayé la chronique. Alors, on s'en fiche, hein, rapport à sa performance d'acteur, on est d'accord. Il a un peu défrayé la chronique à l'époque où il avait trompé Elizabeth Hurley quand il était tout jeune. Il était avec Elizabeth Hurley, femme absolument sublime, qu'il avait trompé avec une travailleuse du sexe sur le bord de la route. Et il s'était fait choper, voilà, et ça avait un peu. Du coup, la pauvre Elizabeth Hurley avait vraiment été humiliée publiquement dans les journaux, et c'était un peu compliqué pour elle. Ce qui veut pas dire que lui est un pur salaud, hein, mais du coup, ça faisait un peu moins. Enfin, ça faisait pas très héros de comédie romantique, on va dire. Mais toujours est-il qu'effectivement, Hugh Grant a un énorme capital sympathie. Voilà, il jouait le salaud dans Bridget Jones. Il a ce côté, il incarne vraiment l'idéal british du mec charmant, timide et en même temps séduisant, dont on rêve, je veux dire aussi bien les Américains que les Européens. Enfin bon, il a défini à lui tout seul une sorte de fantasme britannique, voilà, dont Colin Firth est le principal. Rival, on va dire. Et donc c'était d'autant plus amusant en fait de le voir ici casté en méchant, parce que Hugh Grant, même si je trouve qu'il joue très bien, c'est vraiment un acteur que j'aime bien, il a, comment dire, il a un jeu qui se retrouve beaucoup de film en film quand même, il a un style très identifiable, avec ses yeux de droupie, là, ses sourcils toujours avec l'air triste, et la bouche qui fait toujours que ça, genre, voilà, ce genre de choses à l'anglaise. Donc il a quand même un jeu qui se ressemble beaucoup de film en film, et en fait ce qui est hyper marrant là, c'est de le voir en rôle vraiment de méchant, complètement tordu, hyper menaçant, mais qui commence comme quelqu'un d'absolument charmant, comme on verrait vieillir un Hugh Grant gentil, hein, celui qu'on imagine, voilà, la version gentille du Hugh Grant idéal, vendu par les médias, et qui devient petit à petit méchant, mais du coup qui joue toujours avec le jeu du Hugh Grant qu'on connaît en jeune premier de comédie romantique. Et du coup, il y a ce décalage extrêmement étrange qui fait que Hugh Grant est génial dans ce film, mais que du coup, c'est d'autant plus marrant que ce soit lui qui est casté, parce qu'il est vraiment casté pour Hugh Grant, pas que pour son jeu, mais pour ce qu'il représente, parce qu'évidemment, le décalage entre l'image qu'il dégage et son personnage, là, en fait, c'est génial, parce que c'est ça qui le rend surtout effrayant et qui aide vraiment à instaurer le malaise. Même quand il est méchant, il est trop choupi. J'avoue que le voir en vieux, ça fait bizarre quand tu l'as connu dans 4 mariages et un enterrement. Mais oui, Chino, mais c'est pas aussi bizarre que le voir en Oompa Loompa dans mon cas quand même. Avec la peau orange et les cheveux verts. C'est... À mon cas, c'était difficile. Mais bref, c'est pas le sujet de ce live. Hérétique, c'est un peu voir le côté sombre du vieux qui vous vend des œuvres... qui vous vendent des Werther's Original. C'est ça, Candyman. C'est marrant de le voir utiliser ces tics en mode red flags. Ouais, c'est un peu ça, Charcoloutre, t'as raison. C'est un peu, ouais, tous les tics qui font genre... qui nous font dire « Ah, Hugh Grant, ah mon dieu, so British, so charmant, so insecure », machin. Bah en fait, là, c'est tous les aspects où on se dit
Ce mec cache un truc, ce mec est un peu bizarre, ce mec a effectivement des tics, ça cache quelque chose, enfin bref, c'est vraiment assez marrant. Une petite exception concernant Hugh Grant, son rôle de cannibale dans Cloud Atlas. J'ai pas vu Cloud Atlas, mais c'est vrai, absolument. Non mais, comme je le disais, il y a beaucoup d'exceptions, et Hugh Grant a en réalité joué des tas de rôles, mais on va dire il a quand même une image publique qui est bien figée dans la comédie romantique. Et en tout cas dans les personnages positifs. Donc Hugh Grant, voilà, il est casté pour ce qu'il est, mais en fait c'est complètement... Qu'est-ce qu'il y a? Non, Spooky... Ah non, Spooky m'engueule encore, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre qu'il mange des gens de façon très distinguée. Absolument. Ah non, mais par contre, il lève le petit doigt quand il mange des gens, mais bien sûr. Manger des gens, oui. Être méchant, oui. Mais avec classe. Avec britannisme. Euh, Donc ce n'est pas le seul qui est casté pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est, pour son image publique. Euh, Combien je dois faire de gifts pour que tu regardes mon film préféré, Cloud Atlas? Merde. Désolée Spooky. Désolée, j'avais zappé que c'était ton film préféré, je me rappelle plus si tu as déjà dit, je suis désolée. En tout cas, le film se vend beaucoup sur Hugh Grant en mode creep, absolument, bah oui, c'est vraiment le gros argument marketing et ça marche pas mal. Hein. Mais donc, ce qui fonctionne bien aussi en termes de casting, et peut-être que ça fonctionne d'ailleurs mieux aux États-Unis qu'en France, c'est le casting de Sophie Thatcher et Chloé East. Beaucoup Spooky, beaucoup. Mais non, mais t'inquiète. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc Sophie Thatcher, c'est une nana que, enfin moi, c'est une actrice que je trouve vachement bien, qui est toute jeune et qui a été surtout découverte dans Yellow Jackets, où elle joue la version jeune de Juliette Lewis. Mais elle était aussi en 2023 l'héroïne du film d'horreur Le Croque-Mitaine, qui était aussi écrit par Scott Beck et Brian Woods, même s'ils ne l'avaient pas réalisé. C'était réalisé par Rob Savage, qui était un film d'horreur juste correct. Hein. C'était pas vraiment pas dingue Le Croque-Mitaine, mais toujours est-il qu'elle en était l'héroïne. Elle faisait une apparition dans Maxine aussi, et c'est globalement, et elle est bientôt en 2025, elle est dans le film d'horreur Companion, qui me fait très envie. Avec Jack Quaid aussi. J'avais fait une news sur écran large sur la bande-annonce de ce film. Bref, n'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai envie de... Putain, j'ai encore pas mis mon diaporama, quel con. Ah, la bande-annonce. Attendez, je vais vous la mettre après. Voilà. Donc Sophie Thatcher, elle commence à se faire un petit nom. Elle est pas encore, c'est pas encore une star internationale, mais elle commence à se faire un petit nom. Et donc notamment les amateurs de films d'horreur la connaissent parce que voilà, elle se spécialise vraiment dans l'horreur, ce qui est plutôt cool. C'est vraiment l'une des nouvelles scream queens, un peu à la Melissa Barrera, à la Maïka Monroe, etc. Elle devient incontournable un peu dans les nouvelles productions d'horreur. Et évidemment que moi, ça me séduit qu'une femme fasse le choix de se spécialiser dans l'horreur. Donc, quand on arrive devant ce film et qu'on voit Sophie Thatcher et Chloé East qui était dans The Fabelmans, mais alors que personnellement, moi je l'ai vu dans à peu près aucun film par ailleurs, moi je ne la connaissais pas du tout. En fait, on part du principe que y a un personnage un peu plus important que l'autre entre les deux, et que c'est celui de Sophie Thatcher. Parce qu'on la connaît mieux, mais aussi parce que la mise en scène dans la première partie du film, surtout la scène d'intro où elles discutent toutes les deux sur le banc, nous met vraiment de son côté. C'est-à-dire que la scène est globalement filmée davantage de son point de vue. Elle est souvent en amorce des plans qui sont sur Chloé East. On a plus de gros plans sur elle qui a une réflexion toute seule de son côté. Elle nous est aussi présentée comme une nana plus cultivée et plus intelligente, un peu moins neuneux. Donc en fait, le film en fait l'héroïne, même si elle a un côté... Pardon, ça me gratte l'oreille. Même si le film joue sur le duo évidemment des deux jeunes femmes qui se trouvent dans la même situation, qui sont un peu au même niveau, en réalité, par des petits moyens subtils comme ça, on fait de Sophie Thatcher davantage l'héroïne et notamment on compte sur elle pour régler le problème. Parce qu'elle comprend plus vite les choses, elle est moins naïve, elle réfléchit plus, elle met davantage en place de solutions, voilà, elle établit des plans pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'échapper au personnage de Hugh Grant. Donc on part. Merci Chino! Merci beaucoup. Non, j'ai réussi à lire ou c'est... Attends, j'ai remercié la mauvaise personne? Je ne sais pas, pardon, j'étais prise dans ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de dire. Bref, on compte sur Sophie Thatcher pour mener le film, plus ou moins. Et en fait, évidemment, désolé, je rappelle évidemment qu'on est full spoilers. En fait, le personnage de Sophie Thatcher meurt. Pourquoi est-ce que le message où je disais attention spoiler a été désépinglé? Je le vois plus. Vous le voyez vous ou pas? Que du coup,
désolée pour si les gens n'avaient oublié qu'il y avait full spoiler pour celui que je viens de sortir. Les modos, je veux bien que vous remettiez un message spoiler, du coup j'avais épinglé exprès, je sais pas pourquoi c'est reparti. Et bah du coup désolé. Mais voilà, donc effectivement son personnage meurt vers le milieu du film, ou les 2 tiers du film on va dire. À un moment où on ne s'y attend pas du tout. Parce que jusque-là, le personnage de Hugh Grant a donné l'impression qu'il jouait vraiment juste sur la manipulation, sur la parole et sur la joute verbale, et pas spécialement dans la violence physique, à part la séquestration, accessoirement. Ah d'accord, Chino, bah je sais pas, j'ai pas fait exprès. Wait, je recommence. Je recommence. Hop, ah oui, effectivement, 20 minutes. Hop, voilà. Et en fait, à ce moment-là, justement, on pense que Sophie Thatcher a trouvé le moyen d'avoir l'ascendant sur lui en termes de jeu spirituel et de conversation, enfin voilà. Et en fait, à ce moment-là, il l'égorge d'un seul geste, et on pense vraiment, enfin, on s'y attend absolument pas. Donc il y a vraiment l'effet psychose qui se met en place, où en fait on se retrouve tout à coup privé de notre repère principal et du personnage auquel on se rattachait et dont on pensait être plus ou moins la star du film, à part Hugh Grant. Et ça, je trouve ça très malin parce que Sophie Thatcher, c'était exactement le bon casting, non seulement parce qu'elle est excellente, mais aussi parce que elle est suffisamment un peu plus connue que Chloé East, notamment auprès d'un public fan d'horreur, pour qu'on se dise que c'est elle la star, et en même temps elle n'est pas tellement trop une star pour que le move soit pas trop épais. Elle est pas assez connue non plus pour que ce soit au premier plan et que ça vienne gâcher un peu le fait qu'ensuite ce soit Chloé East qui devienne l'héroïne du film. Il y a quelque chose qui est hyper bien trouvé dans cet équilibre, je trouve. On s'y attend pas justement parce qu'elle est pas si connue que ça non plus. C'est vrai, Charcoloutre. Mais tu vois, ah oui, alors pour revenir effectivement un petit peu sur ce que je disais, effectivement, le film joue énormément sur les choses, enfin, tous les principes desquels on part. On part du principe qu'il a pas d'arme, on part du principe que l'héroïne ça va être Sophie Thatcher, on part du principe que des tas de choses. Et en fait, c'est justement tout le propos du film, enfin non, pas le propos du film d'ailleurs, le propos du personnage de Hugh Grant, de nous mettre en face en fait des choses qu'on croit de manière un petit peu gratuite et artificielle et qui ne sont pas forcément la vérité. Donc en fait, le film, même à travers son casting et la manière dont il va employer ses personnages à la mode psychose, va en fait complètement déjouer nos attentes et nous mettre en face de nos préjugés et de nos idées préconçues. Et je trouve ça très malin en fait d'avoir cet aspect méta dans le film. Désolée Vic, à plus. Bonne soirée. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper malin, hyper marrant. Et je me suis dit, ah oui, ah voilà, avant de continuer ce que je vais dire, je vais vous passer la bande-annonce, parce qu'effectivement, je voulais le faire au début, et évidemment que j'ai oublié, mais ce serait sympa que je vous montre la bande-annonce, alors je le fais. Good afternoon. Mr. Reed, are you interested in learning more about the Church of Jesus Christ? Yeah. Wow! No, you read more than we do. No, seriously, Mr. Reed. Mr. Reed. Well, ladies, I think it is time. Time for what? Time for enlightenment. Oh. Mr. Reed? Welcome. We need to return to the church. If you aren't ready to leave, you'll have to exit through the back of my house. So, which door? It's a simple choice, but it should not be made simply. Belief or disbelief. What happens if we choose the wrong door? It's not going through. What do you think he wants? I think that we're being studied. Should we ask him for help? It doesn't matter what you say to him. So you have to go dun in order to go hoot. I beg your pardon? The only way out is through. Is this the game? High five.
From now on, we challenge him. For the rest of your lives, there will be before you chose, and there will be after. Ladies, verbally acknowledge, please. What have you been looking for? What have you found? Scary. You figured it out yet? Donc voilà, c'est hyper marrant parce que en fait, au moment où le personnage de Sophie Thatcher meurt et qu'on est laissé avec le personnage de Chloé East qui jusque-là est celle qui ne voyait pas les choses, ne prenait pas d'initiative, n'osait pas répondre au personnage de Mr. Reed, etc. Et qui était extrêmement gentille mais extrêmement naïve, en fait on se dit si le personnage de Sophie Thatcher meurt, en fait elle a plus aucune chance de s'en sortir et nous en tant que spectateurs on se sent vraiment dépouillé du coup de nos repères. On est triste pour le personnage de Sophie Thatcher, mais surtout on est vraiment complètement désarçonné, on va dire. Lapin Zombie qui dit bon, déjà il leur dit qu'il veut parler de Jésus, elles auraient dû savoir que c'était un piège, personne ne les invite à rentrer à l'intérieur pour discuter, jamais personne. C'est vrai que c'est un peu ça m'a fait ça effectivement quand j'ai regardé le film, parce que donc elle toque alors à sa porte. Alors la différence c'est que lui effectivement il a demandé la documentation, mais elle dit en gros elle dit est-ce que vous avez un instant pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin un truc comme ça. Elle dit mais oui bien sûr rentrez machin, et vraiment j'étais en mode mais n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent te démarcher pour essayer de te convertir, les témoins de Jéhovah ou je ne sais quel truc, à chaque fois c'est genre mais hors de mon chemin. Et là c'est en mode mais bien sûr asseyez-vous, j'ai des heures à consacrer à ce genre de discussion. Et bref, non mais Spooky Pimous en vrai en soi c'est pas marrant qu'il tue le personnage de Sophie Thatcher. Ce qui est marrant en revanche c'est que justement c'est à partir de ce stade de cette scène là surtout qu'il y a un certain second degré qui est insufflé dans le film, notamment la scène où le personnage de Hugh Grant fouille dans le bras du corps de Sophie Thatcher pour essayer de trouver il essaye de faire croire à Chloé East que c'est genre une sorte d'antenne avec laquelle elle communique avec je ne sais pas quelle force, alors qu'en fait c'est un implant contraceptif, mais il fouille dans son bras et il dit ah ça y est je l'ai, et qu'en fait il tire une veine en disant ah non c'est une veine. C'est en fait un moment vraiment assez dégueu mais qui est drôle en fait, et on s'attend pas non plus à ce moment-là à ce que le film insuffle de l'humour dans son histoire, et en fait il est toujours en train de déjouer nos attentes, et ça je trouve ça vraiment plutôt chouette. En plus Hugh Grant a naturellement un capital sympathie, on a l'habitude de le voir en cynique à la rigueur, pas en gros méchant. Ouais non mais c'est pour ça qu'il est vraiment très très bien employé. Avez-vous un instant pour parler de Claude Atlas, Spooky Pimous qui fait du porte-à-porte, c'est absolument ça. Est-ce qu'on se dit qu'à un moment Sophie Thatcher avait une chance de survie selon ses choix? Je crois pas. Je pense pas parce que bonne question comme figure, je me demande, il faudrait que je revoie le film sous le jour de cette question. Je suis pas sûre parce que je pense que le personnage de Hugh Grant comprend, enfin Mr. Reed comprend que qu'elle est pas le bon cobaye en fait pour l'expérience qu'il veut mener, je pense. Parce qu'elle est trop désenchantée par certains aspects, trop maline aussi peut-être, enfin voilà, et qu'en fait oui du coup la bonne personne sur qui son expérience entre guillemets doit être réalisée c'est davantage l'autre, le personnage de Chloé East. C'est un truc que j'ai trouvé assez malin que progressivement Reed soit de moins en moins crédible avec ses arguments. Ouais c'est vrai que petit à petit son personnage perd un peu pied, et plus ça va plus il se met vraiment à raconter des conneries. C'est peut-être une des choses que je reprocherais au film, alors pas ça en soi, ça je trouve ça intéressant, mais c'est qu'à la fin on commence à avoir du mal à vraiment comprendre, enfin sa logique se perd à lui vraiment, et on commence à avoir du mal qu'il a vraiment mis tout ça en place sur une logique aussi friable on va dire, mais on va y revenir. Donc pour revenir un peu sur les choses que le film met en place pour déjouer nos attentes, et pour jouer avec nos idées préconçues, j'ai envie de parler aussi de la silhouette sous le rideau,
Quand il les emmène dans la pièce, l'espèce de pièce hexagonale dans laquelle il y a les deux portes, là, Belief et Truth, qui finalement se rejoignent au même sous-sol, il y a sous un rideau la silhouette de quelqu'un qui est assis et qu'on devine sous un rideau qui est posé dessus, enfin qui tombe en tout cas sous cette silhouette. Donc quelqu'un qui est assis et qui a l'air un petit peu prostré, et en fait ça fait vraiment assez peur parce qu'en fait pendant qu'ils sont en train de discuter, les filles remarquent qu'il y a cette silhouette sous un rideau et on a l'impression qu'il y a une créature qui est cachée là, surtout que le personnage de Hugh Grant arrête pas de parler de sa femme qui soi-disant est là ou pas là, on sait pas trop. Du coup, est-ce qu'elle est là mais qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est là et qu'elle est dans un état absolument minable, enfin pathétique, etc. On ne sait pas. Et du coup, sous ce rideau, on a vraiment l'impression qu'il y a une menace qui va surgir à un moment donné. Et je trouve que ça fait vraiment assez peur. Enfin, en tout cas, moi, ce suspense-là a bien fonctionné sur moi. Et en définitive, c'est pas du tout ça. À un moment donné, Hugh Grant soulève ce rideau pour projeter des images, je sais pas quoi, et on s'aperçoit que c'est juste une statue religieuse d'une femme en train de prier ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça devient complètement accessoire. Alors que jusque-là, c'était une menace qui restait tapie dans l'ombre, on va dire, mais qui restait hyper présente à nos esprits, enfin à notre esprit, où on pensait plus qu'à ça, et au moment où ça allait enfin se réveiller, tout à coup ça devient vraiment juste une pièce de décoration dans la pièce, et ça ne resservira absolument pas. Alors du coup j'étais un petit peu déçue que ce ne soit que ça, parce que j'en attendais beaucoup de cette silhouette qui me faisait flipper de ouf, et en même temps je trouve ça hyper marrant la manière dont le film va te dire non, en fait là, on va toujours pas faire peur à ce moment-là, on va plutôt discuter davantage de religion et davantage construire nos personnages, et évidemment qu'avec tes idées préconçues induites par énormément de films d'horreur que tu as vus, eh bien tu t'es trompé et c'est pas du tout ça qu'on va faire. Donc je trouve ça vraiment assez marrant. Ah, une statue de Satan, peut-être Charcoloutre, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, effectivement. En tout cas, c'est une statue, en tout cas à connotation religieuse. Euh, Elle est, voilà, elle est dans un état d'Amérique absolument. Oh là. Vega Magin de dégoulinant. Ok. Bienvenue sur ce chat en tout cas. Une autre ref à Psychose? Non, je crois pas. Non, pour moi, en ref exact à Psychose, il y a vraiment que la mort du personnage soi-disant principal, entre guillemets principal. S'il y a un vampire ou un zombie, on rate quelque chose, quel que soit le film d'ailleurs. S'il n'y a pas un vampire ou un zombie. Ah oui, c'est bizarre que ce message vienne de quelqu'un qui s'appelle Lapin Zombie. Le cosplay vieillard de Hugh Grant est super réussi. Oui, alors après Hugh Grant il commence vraiment à être assez âgé. En soi, ça c'est pas un cosplay, mais par contre c'est vrai que le petit gilet à carreaux et tout, les petites pantoufles, ça c'est plutôt stylé. Et alors oui, justement, pour venir à ça, pour vous dire à quel point ils ont poussé l'idée de cosplay, mais encore une fois pour jouer avec les attentes et les idées préconçues du spectateur, c'est que aux États-Unis, il y a des séances qui ont été faites, si je ne m'abuse, avec un aspect un petit peu 4DX, qui est que comment dire, qui est qu'il y a une odeur de tarte aux myrtilles qui a été diffusée dans la pièce à un certain moment du film. Et donc si vous avez vu le film, vous savez que sur toute la première partie, donc il rassure les deux jeunes filles en disant que sa femme est bien présente dans la maison, qu'elle est en train de faire cuire une tarte aux myrtilles. Il parle de tarte aux myrtilles, oui, elles adorent ça, blablabla. Et donc elles disent notamment qu'elles sentent l'odeur de la tarte aux myrtilles dans la pièce. Et comme c'est une odeur qui vient d'ailleurs, a priori de là où elles sont et là où le personnage de Hugh Grant est, puisque c'est censé venir de la cuisine, ça les rassure parce qu'elles ont vraiment l'impression, en fait, il les conditionne à se dire qu'il y a effectivement quelqu'un, enfin il y a une activité en dehors de cette pièce, qu'il y a quelqu'un à côté et que donc elles sont en sécurité. Or, à un moment donné, le personnage de Hugh Grant se lève pour aller chercher je sais plus quoi, et le personnage de Sophie Thatcher se rend compte qu'en fait, il y a une bougie allumée sur la table depuis le début, qui est en réalité une bougie saveur, parfum tarte aux myrtilles. Et qu'en fait, du coup, l'odeur vient de là. Et que donc, il est en train de leur mentir et donc possiblement de leur tendre un piège. Et donc, voilà, il y a certaines salles de cinéma aux États-Unis dans lesquelles ils se sont amusés à diffuser une odeur de tarte aux myrtilles pendant cette scène-là. Et je trouve ça... Salut Luigi! Je trouve ça hyper marrant parce qu'encore ce genre de gadget, d'habitude je dis oui pourquoi pas, bon on s'en fout quoi, ce qui compte c'est de regarder le film, bon voilà, dans des bonnes conditions, voilà. Sauf que là, ça entre directement en résonance avec le message du film, avec le jeu que met en place le personnage de Hugh Grant, et là on est vraiment sur un aspect méta qui va augmenter, qui va développer l'expérience des personnages du film, et qui va
d'autant plus faire participer le spectateur parce qu'il va exactement leur faire vivre la même chose. Et ça, du coup, je trouve ça hyper malin. Franchement, ça, j'aurais vraiment adoré pouvoir connaître ce genre de séance en France parce que ça peut sembler vraiment un petit peu gadget, un peu accessoire, mais c'est l'un des rares cas dans lequel je me suis dit putain, c'est vachement bien, c'est vachement justifié quoi. Ça aurait été hyper cool. En tout cas, il y a vraiment tout un système qui est pensé autour de ça et je trouve ça très chouette. Et donc petit à petit, pauvre Spooky, je lui ai brisé le cœur parce que j'ai pas encore vu Clown Atlas. En somme, tout au long du film, aussi bien à travers toutes ces petites choses qui sont mises en place par la narration que par le discours que tient le personnage de Hugh Grant, il y a en fait une manière d'étudier aussi le pouvoir du cinéma comme source de formatage de nos idées, de nos impressions, des habitudes, de nos croyances, tout simplement. Alors c'est vrai qu'ils abordent pas la question des représentations au cinéma, mais ça va évidemment de pair, hein, parce que du coup, c'est une manière, avec cet aspect méta, encore une fois, de faire entrer en résonance avec le discours sur les religions du personnage de Hugh Grant, de le faire entrer en résonance directement avec l'expérience cinéma en soi. Donc, à travers le film, on étudie le cinéma et la narration de fiction, la fiction, comme on le ferait de la religion, comme une forme de religion, ou en tout cas comme un art ayant la même puissance par certains aspects que la religion. Bon, tous les parallèles ne se tiennent pas évidemment, mais il y a quelque chose de ça, avec un peu l'idée de, vous voyez, bon, là, comme le disait Karl Marx, la religion c'est l'opium du peuple, mais en soi, aujourd'hui, est-ce que le cinéma ne l'est pas davantage, ou en tout cas, voilà, les médias, bon, c'est un peu bas de plafond peut-être comme réflexion, mais je pense qu'il y a quelque chose à tirer de ça, enfin en tout cas que le film aborde un peu à ce niveau-là. En tout cas, l'aspect méta du film augmente, je trouve, vraiment le discours sur la religion, l'étend jusqu'au cinéma, tout simplement, et jusqu'aux images en mouvement. Distribution de Bible gratuite à la fin. Non, quand même pas Confidius. Là, ça aurait été moins en accord avec ce que le film nous dit, je pense. C'est juste... Non mais Luigi, c'est bon, y a rien de grave, c'est juste que j'ai pas encore vu Cloud Atlas, c'est tout. Voilà, et que Spooky espérait que j'ai vu Hugh Grant jouer un cannibale. Donc voilà, je trouve que sur ces aspects-là, le film a aussi un côté petit malin, encore une fois, mais que je trouve hyper bien pensé, hyper réussi, et donc vraiment plutôt chouette. Pardon. Et je vais parler un petit peu plus maintenant dans cette partie de la mise en scène, parce que j'ai trouvé la mise en scène très habile. Encore une fois, Scott Beck et Brian Woods ne m'avaient pas du tout convaincu sur 65 La Terre d'avant, ni en termes de mise en scène, ni en termes de narration. Là, ça a vraiment été tout le contraire. Je pense aussi qu'ils jouaient sur une histoire peut-être qui leur correspondait davantage, ou en tout cas qui était plus à dans leur domaine de compétences, ou je sais pas, mais là je trouve que vraiment la mise en scène est vraiment canon du film. Pas qu'elle soit flamboyante du tout, hein, mais elle est juste maligne et efficace. Je pense notamment au moment où les filles arrivent chez Mr. Reed, donc il leur ouvre la porte, elles rentrent dans le salon, et il y a un moment où elles sont sur le pas de la porte, et qu'elles viennent de rentrer, on va dire, dans la pièce, et qu'elles regardent un peu autour d'elles. Donc elles font un petit tour de la pièce avec leurs yeux, quoi. Merci Sarah Svaten pour le follow. Tu es une chauve-souris désormais. Hé, Maudit! Oh là, mais c'est qui un raid, mon dieu! Oh là là, vous êtes beaucoup, les amis. Salut Maudit, comment allez-vous? Que faisiez-vous? Salut Deus Ex Nihilis. Salut Kuldar Ildrad. Salut Tamanos, mais vous êtes plein. Comment allez-vous? Ah oui, attention, il y a des spoilers de Hérétique. Mais vous l'avez peut-être vu ce week-end, ou peut-être que vous pensez que les spoilers c'est pas grave, ou peut-être que vous en fichez du film et que du coup vous en fichez de spoiler comme vous voulez. Bonsoir tout le monde, en tout cas, bienvenue. Je m'appelle Judith, ici c'est la chaîne Demoiselle d'horreur, où on parle de films d'horreur et où on stream aussi les jeux d'horreur. Donc ce soir nous faisons la critique du film Hérétique du studio A24, écrit et réalisé par Scott Beck et Brian Woods, avec Hugh Grant, Sophie Satcher et Chloé East. Un film vraiment assez passionnant, une très bonne surprise, et voilà, on est en plein dans la discussion. T'étais sur City Skylines? Ah super, ça s'est bien passé? City Skylines. Attends, j'ai oublié, je connais le nom de ce truc, mais j'ai complètement oublié de quoi ça s'agit. Ah oui, c'est un truc de gestion. Ah oui, absolument. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu de gestion. Ça me fait penser que Thème Hospital me manque.
Un jour je retomberai dedans. Je me demande si je pourrais streamer une partie de Thème Hospital, ça pourrait être marrant. Bref, nous y reviendrons. Film à twist, si, oui, twist, le twist dont on a déjà parlé, Charcoloutre, effectivement, si on veut, c'est un twist de milieu de film, on va dire, c'est pas un énorme twist final, mais il y a quand même, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le raid, et bienvenue à tout le monde. Donc je reprends le fil de la discussion, et merci Maudit, bien sûr. Donc au moment où les filles arrivent chez Mr. Reed et qu'elles regardent l'ensemble de son salon, on est sur un salon hyper classique, on est sur un type de plan plutôt réconfortant, elles font un panneau avec leur tête au travers de la pièce, on voit un canapé à fleurs, des meubles de petits vieux, enfin tout du salon cosy, de petits monsieur anglais tout à fait réconfortant, et pourtant il y a quelque chose d'étrange et de malaisant là-dedans, alors qu'à ce moment-là le personnage se présente comme quelqu'un d'absolument charmant, pourquoi est-ce que on ressent une sorte de malaise ou de côté un petit peu pourquoi est-ce qu'on a des red flags qui s'allument tout simplement pour des petits détails en fait qui sont parsemés dans le plan et qui sont hyper malins je trouve parce qu'en fait à la fin du plan, à la fin du panneau, merci beaucoup Nak pour le follow, à la fin du panneau on reste un petit peu plus longtemps sur le mur qui est à droite du plan, donc à droite de la pièce, et en fait ce mur, et d'ailleurs il y a un plan à un moment donné aussi qui est vraiment consacré à ce mur sur lequel on s'arrête particulièrement, en fait ce mur est recouvert d'un papier peint, c'est pareil à fleurs ou je sais pas, oui bah le papier peint qu'on voit en ce moment à l'écran, donc voilà vraiment papier peint de petit vieux tout mignon. En fait ce mur il est orné d'un buffet qui est plutôt bas, et en fait ce mur n'a pas de fenêtre, sauf une toute petite fenêtre hexagonale qui se trouve vers le haut du mur. Et en fait il y a une sorte de déséquilibre qui est créé dans ce mur qui ne correspond pas au côté un petit peu parfait du reste de la pièce. C'est-à-dire que non seulement la présence de la fenêtre nous fait prendre conscience du fait que cette pièce n'a effectivement pas de fenêtre, à part cette espèce de micro-fenêtre à travers laquelle on peut évidemment pas passer. Et en fait, alors que presque, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu cette micro-fenêtre, on aurait peut-être même pas remarqué qu'il n'y avait pas de fenêtre, parce que de toute manière, il fait moche dehors, on s'attend pas à ce qu'il y ait de la lumière qui vienne d'une fenêtre, le côté bougie, canapé, voilà, le côté cocon est presque plus réconfortant. Donc en fait, même s'il n'y avait pas cette fenêtre, on aurait supposé, je pense qu'il y en avait une sur le mur qu'on voit pas, le mur d'où est filmée en fait la scène, et on n'aurait pas ressenti ce malaise. Le fait qu'il y ait une fenêtre, mais qu'elle soit moitié inaccessible et surtout qu'on sache d'office qu'on peut pas l'ouvrir parce que c'est pas une fenêtre avec un système qu'on peut ouvrir, bah en fait ça nous fait prendre conscience du manque d'ouverture et du manque d'issue tout simplement dans la pièce. Et autre chose très maligne, c'est que donc cette petite fenêtre hexagonale se trouve au centre du mur et vers le haut, et donc il y a un buffet en dessous, mais le buffet est vraiment bas. Et en fait il y a une sorte d'espace vraiment pas très élégant, vraiment assez déséquilibré entre justement la fenêtre et le haut du buffet, parce qu'on se dit, dans une pièce où on a une petite fenêtre comme ça perdue en haut du mur, soit on met rien en dessous, soit on met au contraire un meuble plus haut. Mais en tout cas là on se retrouve avec un meuble bas et avec rien affiché au milieu de ce mur, alors que ça aurait pu laisser l'espace pour un tableau, enfin il y a plein d'autres choses affichées dans la pièce, et en fait ça souligne vraiment l'étrangeté de ses proportions, et encore une fois du coup le manque d'issue. Et ça pourrait sembler 3 fois rien, hein, mais vraiment quand vous venez à penser le décor de cette manière, dans la maison où vous commencez à installer l'action et où vous introduisez votre personnage dont on se doute à un moment donné qu'il va devenir méchant, c'est hyper malin en fait comme manière de nous faire sentir la menace et manière de nous faire sentir que bah, en fait les choses vont pas se passer comme prévu. Donc j'ai trouvé ça hyper... bah ouais, tout simplement, hyper malin. Il y a un autre plan, ouais, plus tard dans le film, encore une fois, qui insiste sur les proportions bizarres de ce mur et de sa décoration. Et j'ai trouvé ça vraiment très malin. J'y repensais parce que du coup, quand il se trouve quand le personnage de Hugh Grant se trouve dans le pas de la porte et que les filles sont en train de lui parler, ça m'a fait penser un petit peu à tout ce que je vous avais raconté sur le plan qui ressemble à ça dans Barbare. La manière dont les choses sont rendues menaçantes alors qu'elles ne devraient pas spécialement l'être. Avec les espèces de moments de silence, les jeux d'ombre et de lumière, etc. Et donc là, on est sur d'autres techniques, mais on est aussi sur la même manière de réussir à instiller des petits indices de attention, les choses vont pas se passer comme prévu dans un décor qui a priori au contraire a absolument tout de rassurant. J'ai trouvé ça très malin. Donc ça c'est juste un exemple pour vous dire à quel point la mise en scène, sans être encore une fois flamboyante, a vraiment des petites fulgurances qui fonctionnent très très bien. Évidemment après ça vous allez avoir les scènes aussi qui sont filmées dans les couloirs. Les couloirs qui relient le fameux salon que les filles vont finir par quitter et l'arrière de la maison, donc l'espèce de pièce étrange dans laquelle il y a ces fameuses 2 portes entre les filles, entre lesquelles les filles vont devoir
vont devoir choisir. Ah, tu m'as rassuré Tamanos parce que j'étais en train de me dire mais pourtant j'ai mis un message épinglé, on a dit qu'il y avait des spoilers et tout, mais ok, très bien. Euh, et donc dans ces couloirs, c'est pareil, la mise en scène va pas en faire des tonnes, elle va juste à un moment donné via une statue vous suggérer qu'il y a peut-être une silhouette qui se tient ici, puis en fait non ça va, c'est une silhouette inanimée, il y a de l'ombre, les filles savent pas exactement où elles avancent, et en fait la mise en scène est très simple, mais hyper efficace dans la manière de rendre ce couloir mystérieux et de nous faire dire bah en fait c'est pas horrible, elles sont juste en train de travailler de traverser un couloir qui est pas si long, qui est pas si étroit, qui est pas si sombre, et en même temps c'est fait de manière où on se dit vraiment mais de n'importe où peut surgir à un moment donné une menace ou quelque chose de terrible et on sait absolument pas à quoi s'attendre. Donc c'est vraiment sur ce genre de petits moments où je trouve ça hyper malin. Et aussi le fait, je crois, rappelez-moi hein, les gens qui ont vu le film plus récemment que moi, à un moment donné Hugh Grant se tient au bout de ce couloir dans l'ombre et elles s'attendent à ce qu'il les rejoigne dans le salon et en fait il reste au bout du couloir ou un truc comme ça. Mais du coup il devient juste menace, pardon. Il devient juste silhouette menaçante, juste du fait qu'il se tient au fond de ce couloir et avec le jeu de lumière que ça induit, alors que jusque-là, bah, c'est pas encore quelqu'un de méchant, c'est encore juste un gentil vieux monsieur qui est allé chercher la tarte aux myrtilles de sa femme, quoi. Donc bref, je trouve que, encore une fois, la mise en scène est vraiment très maligne, au-delà des aspects de narration qu'on a déjà évoqués. Euh, et une fois qu'on est dans cette fameuse pièce où le personnage de Hugh Grant va un peu engager la joute verbale justement sur la religion, il va projeter ses images, il va avancer ses arguments, il va demander de choisir entre deux portes. La spatialisation est hyper bien pensée parce que la pièce est un peu compliquée, elle a je sais pas combien de côtés, mais en tout cas elle a pas juste 4 murs, elle est un peu biscornue et tout. Il y a les deux portes, il y a derrière elle l'espèce de rideau avec la silhouette en dessous, il y a les bibliothèques, il y a plein de petits objets qu'elle remarque, il y a la maquette aussi, enfin les objets qu'elle remarque en se disant que ça pourra leur servir plus tard, ce genre de choses. Et en fait, c'est pas si évident de faire en sorte que le spectateur se sente, croit en fait à ce type de pièce et ait toujours l'impression de savoir où il se trouve dans cette pièce et savoir exactement dans quel type d'espace les personnages évoluent et sentir à quel point ils sont coincés ou au contraire sentir qu'il y a des issues à droite et à gauche. Et je trouve que la spatialisation est vachement bien faite. C'est pas quelque chose qui est si facile à faire au cinéma et encore moins avec des endroits compliqués comme ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien parce que cette scène ne fonctionne effectivement que si vous vous repérez très très bien dans l'espace. Et j'ai trouvé ça assez suffisamment impressionnant pour être souligné. Encore une fois, c'est pas des mouvements de caméra qui font gagner des Oscars ou quoi, mais c'est une base que tous les films ne maîtrisent pas. Surtout quand il s'agit de réussir à inquiéter avec un simple décor. Et à partir de là, dans cette pièce, on va beaucoup jouer sur la projection d'images. Alors, non seulement parce que le personnage du Grant va passer, je crois, des diapositives ou un petit film ou des trucs comme ça. La projection d'images de lumière aussi, il y a l'histoire de la bougie qu'on le voit souffler dans la bande-annonce. Et ce qui va un peu dans la projection d'image selon moi, il y a aussi des top shots qui sont faits sur la table où Hugh Grant va étaler ses livres de religion, donc il y a la Bible, le Coran, je sais plus quoi, bon, et on est en top shot, donc c'est-à-dire que la caméra est vraiment au-dessus de cette table qui devient une sorte de surface plane et rectangulaire un peu comme un écran, et où du coup les différentes religions vont être symbolisées par un livre, donc qui devient une image simplement, qui est écrasée par la perspective. Voilà, chaque religion va être symbolisé par une couverture, par une image en soi, et disposé dans l'écran sur ce top shot. Et là, même si on n'est pas dans la narration de manière intradiégétique dans une image projetée, on a quand même l'impression d'avoir une image construite comme un cadre où en fait voilà, on nous dit, bah, on résume la religion en fait à une sorte de représentation graphique de ce qu'elle peut être, d'un objet qui la représente. Et évidemment, à partir de là, on va un petit peu partir dans des analogies, des choses qui font penser à l'analogie de la caverne de Platon. Léa, c'est doux sur le bas du visage. Quoi? Voilà, j'ai loupé trop de messages. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Sophie Thatcher a une... Ah d'accord, Sophie Thatcher, j'étais en train de dire à quel moment est-ce qu'il y a Léa Seydoux dans le film, je comprenais plus rien. Sophie Thatcher a une vibe mi-Jenna Ortega, mi-Anna Taylor-Joy. Ah ouais? Ah ok, Montpellius. On connaît parfaitement la configuration de la maison et elle est crédit. Ouais, c'est ça, Charcot-Loutre. Et en fait, c'est vraiment sur ce genre de film particulièrement, c'est indispensable. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ça fonctionne pas. Et c'est quelque chose à prendre en compte de manière très très rigoureuse à la mise en scène. Ok, donc j'ai compris pour Léa Seydoux. La démonstration est pour nous plus que pour les personnages. Oui, si on veut. Après, je trouve que la démonstration, elle a des limites. Mais on y reviendra. Putain, ça y est, la porte s'est ouverte. J'ai eu peur. Mais tout va bien.
Donc on vient un peu sur l'analogie de la caverne de Platon, on projette des images, on parle d'idées préconçues, de croyances, enfin des choses en fait qu'on se met à croire simplement parce qu'on nous les a mis sous les yeux et et que c'est plus facile de pas se poser de questions. Et évidemment ça va aussi avec le fait que les personnages vont finir par se retrouver au sous-sol, où là aussi bon on a quelque chose qui rappelle évidemment la caverne. C'est un peu éloigné comme parallèle, hein. Le film ne parle pas directement de la caverne de Platon, mais il y a vraiment des parallèles à faire quand même. Je me demande toujours quel est le budget bricolage des tueurs dans ces histoires avec des bâtiments piégés. Ouais, bah écoute, en même temps, le mec, on peut supposer que sa maison est dans la famille depuis longtemps, qu'il paye pas de loyer, il vit tout seul apparemment, donc il a personne à entretenir, on va dire. Donc finalement, oui, s'il voyage pas et tout, il peut mettre tout le budget dans les travaux finalement. C'est à peu près crédible. D'ailleurs, en parlant de budget, le film a coûté un peu moins de 10 millions et il en a déjà rapporté 38, ce qui n'est pas un score démentiel, mais ce qui du coup est quand même très bien pour ce genre de budget. Donc c'est pas mal. C'est pas, il casse pas tout, mais il se débrouille pas mal et c'est plutôt cool, je trouve. Rien ne dépassera le budget de Kevin McAllister dans Home Alone, c'est vrai. Sa démonstration s'effondre pour moi en même temps que pour les personnages. Oui, oui, ça c'est vrai qu'on est vraiment sur le même. Le film arrive à nous garder au même niveau de réflexion que les personnages, du fait on n'a jamais un temps d'avance sur elle en fait. À chaque fois qu'on pense avoir compris un truc, avoir deviné une échappade, avoir deviné comment dire, une manière de manipuler le personnage de Hugh Grant pour s'en sortir, en fait les personnages, au moment où vous le pensez, les personnages sont sur le point de verbaliser déjà cette hypothèse, de manière à ce que vous ayez jamais l'impression d'avoir un coup d'avance sur les personnages et vous êtes toujours vraiment dans le même temps de réflexion qu'elle. Et ça c'est pareil, c'est pas facile à gérer, je trouve ça hyper agréable parce que par exemple au moment où Sophie Thatcher, on l'a vu dans la bande-annonce, elle dit à Chloé East, je crois qu'en fait il est en train de nous étudier ou ce genre de choses et que en fait c'est exactement le genre de choses qu'on est en train de se dire et au moment où on se dit mais les deux portes elles vont mener au même endroit, enfin ce genre de choses. Les personnages à chaque fois se mettent à verbaliser ce genre de choses et donc en fait le film réussit à nous surprendre tout simplement parce qu'il avance toujours exactement au même rythme que notre réflexion. Alors qu'on parfois on serait tenté de se croire plus malin que le film et en fait ça n'arrive pas vraiment et c'est chouette. 10 millions dans 8 dont 8 dans le salaire de Hugh Grant. J'espère pas. J'espère qu'il se met un peu au diapason quand il est sur ce genre de petite prod et qu'il demande pas trop, mais je sais pas. Surtout que là, je suppose que c'est un film qui fonctionne avec le modèle américain, ce qui fait que votre salaire est plus ou moins indexé sur les recettes de votre dernier film, mais en même temps, il est absolument plus jamais personnage principal maintenant, ou quasiment pas. Euh, je pense pas qu'ils prennent autant maintenant qu'à une certaine époque. Je suis pas sûre qu'ils puissent se permettre non plus d'énormes folies. Mais je sais pas, c'est intéressant comme question. Ce serait à voir. Euh, et donc, pour finir un petit peu cette partie sur la mise en scène, il y a aussi le plan sur la maquette dont mon copain m'a reparlé quand il a vu le film, parce que c'est pareil, je l'avais oublié, pourtant c'est un plan que j'avais adoré au moment de le voir. À un moment donné où le personnage de Chloé East, on la voit en train d'essayer de s'échapper, de prendre un couloir, monter un escalier, etc. Et qu'en fait, le plan se dézoome et en fait, on arrive sur la maquette de cette maison, donc il y a dans la pièce où il y a Hugh Grant, là, lui, il a une maquette de sa propre maison, et en fait, voilà, le plan dézoome et on s'aperçoit qu'elle est dans la maquette, de manière métaphorique évidemment. Hein. Et j'ai trouvé ça hyper marrant. Alors c'est pareil, pour le coup, c'est peut-être un petit peu gadget comme plan, c'est pas en soi nécessaire, mais il y a vraiment l'idée qu'elle se trouve au centre d'un jeu ou d'un plan plus grand qui la dépasse et qui a été pensé et dont elle est seulement un pion, qui est assez marrant. Et donc ensuite, pour entamer ma troisième partie, je voudrais simplement arriver sur la question du thème de la foi dans le film, donc qui est centrale évidemment. Pour moi, c'est aussi un petit peu c'est là que se situent un petit peu les problèmes du film. Encore une fois, je le trouve vachement bien, mais le problème, c'est que je trouve qu'ils se fondent sur un discours très limité sur la religion. Très limité et vraiment assez bateau, et je trouve ça plutôt dommage. Alors même si tous les aspects sont pas bateaux, il y a des moments où le film réussit à dépasser un peu ça, mais c'est-à-dire que le personnage de Hugh Grant, au bout d'un moment, il commence à devenir seulement un vieil aigri qui dit
qui dirait des choses aussi bateaux que mais s'il y a un dieu, comment vous expliquez qu'il y a autant de massacres sur Terre, comment vous expliquez qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, ce genre de choses. Donc c'est-à-dire avec une vision quand même extrêmement restreinte et extrêmement simpliste de la religion et de Dieu, selon laquelle Dieu serait un gros bonhomme dans les nuages qui serait là pour faire le flic en fait sur Terre et pour administrer les bons points. Je pense que c'est absolument pas ça. Alors je préfère dire tout de suite, je m'y connais absolument pas en religion, je suis nulle. Mais pour moi, Dieu, c'est absolument pas ça. La foi, c'est absolument pas ça. Pour moi, Dieu, enfin, je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'incarne en chacun de nous et dans la vie qui se trouve en chacun de nous et qui est toujours la possibilité qu'on a et l'impulsion qu'on a de faire le meilleur de nous-mêmes et de faire le bien et voilà et de réaliser la vie qui se trouve en nous tout simplement. Je pense que la religion découle plutôt de ça. Sauf que c'est vrai que dans son application, de manière générale, dans énormément de civilisations, la religion devient en fait une sorte de code civil, de guide, voilà, de livre de règles à suivre pour contrôler les masses davantage. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que le personnage de Hugh Grant, merci Adrico pour le follow, je trouve que le personnage de Hugh Grant est beaucoup, enfin se cantonne beaucoup à cette vision simpliste des choses et de la religion, et je trouve ça dommage. Comme le disait la penseuse Ophélie, tu nous dis... Attends. Dieu m'a donné la foi, ce je ne sais quoi, voilà, nous dit Chino. Non mais c'est vrai que la foi n'a rien à voir avec le fait de genre en fait s'il y avait un dieu, il y aurait pas de massacre sur Terre. Enfin je crois pas qu'à aucun moment la religion dise ce genre de choses. Enfin aucune religion ne dit. Enfin je crois pas qu'à aucun moment il y ait des il y a des gens assez naïfs, en tout cas des gens croyants justement assez naïfs pour se dire s'il y a un dieu, les malheurs n'arriveront pas. C'est pas Dieu n'est pas là pour déresponsabiliser. Il me semble pas. Hein. Encore une fois, j'y connais vraiment pas grand chose du tout. Mais voilà, je trouve que du coup leur approche de la spiritualité, c'est peut-être aussi pour toucher un maximum de monde et de gens qui sont pas forcément versés dans la religion, dans ces questions-là, qui regarderaient le film. Mais je trouve que c'est très limité parce que j'ai du mal. D'accord, Chino, Ophélie Winter, pardon, j'avais pas la ref. Je trouve que du coup, on a du mal à croire que Hugh Grant, ça fait des décennies qu'il potasse le sujet de la religion, qu'il a tout étudié, qu'il a pensé retourner le truc dans tous les sens dans sa tête pour réussir à y trouver un sens, et que le mec est resté sur l'idée que la religion finalement ce n'est qu'une illusion, que encore une fois qu'un guide qu'on donne aux gens et dans lequel ils se jettent corps et âme tout simplement pour pallier à leur incertitude sur la vie et le fait qu'ils sont pas capables de comprendre le phénomène de la vie en soi, et que c'est qu'une manière facile on va dire d'appréhender le monde, et qu'en fait il faudrait se tourner toujours vers des approches plus scientifiques et plus rationnelles pour comprendre le monde et ne jamais se fier à des idées préconçues ou à des modèles de comportement ou de pensée fournis par la religion ou autre. Je trouve ça... Alors, Luigi, tu nous dis la religion, c'est l'administration politique de la communauté des croyants. C'est une application au sein de la civilisation, c'est une application dans le monde, ce que tu dis, je suis d'accord, mais je pense que le noyau de la religion en soi, la croyance, la foi, vraiment en son sein, si on la prend en dehors de toute application dans le monde où elle est énormément détournée, je pense, où elle devient très vite un modèle de conduite, je pense pas qu'au départ ce soit ça. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est l'expérience qu'on en fait énormément autour de nous. Mon impression, c'est que selon les croyants, la valeur ou la nature de la religion ou de Dieu, c'est pas du tout la même chose. La valeur ou la nature de la religion ou de Dieu... tu peux m'expliquer davantage, Tamanos? Et une fin avec un Hugh Grant qui pète les plombs en se prenant pour un dieu qui impose des choix aurait été plus cohérent. Bah, il y a un peu de ça, Gomphidius, en fait. À la fin, il y a un peu de ça, je trouve. C'est un peu lui qui joue quand même un peu à Dieu, à faire des expériences, à essayer de démontrer des choses un peu débiles. Et donc c'est là aussi il se prend un peu les pieds dans le tapis et que les filles finissent par bien comprendre que ces démonstrations ne tiennent pas la route. En fait, au bout d'un moment, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de justifier le fait qu'il a un comportement de psychopathe et qu'il aime faire du mal aux femmes, en fait. C'est un peu ça, quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est un des autres défauts du film. Je trouve que justement, il développe pas assez cet aspect-là. Parce que, en définitive,
au fur et à mesure que comment dire, la démonstration du Grant, même le petit jeu qu'il met en place, voilà, où à la fin Chloé East, elle se trouve dans la pièce avec toutes les femmes qui sont dans des cages et qu'il lui dit en fait tu te trouves exactement là où je voulais que tu sois pour ma démonstration, tu vois bien que je tire les ficelles depuis le début. Je trouve que ça devient quand même de moins en moins crédible. Et qu'en fait, en définitive, ce qu'il en ressort, c'est que lui, c'est un méchant beaucoup plus classique de film d'horreur, qui est en fait juste un pur psychopathe qui aime soumettre et torturer les femmes, en fait. Et qu'en fait, il s'invente toute une sorte de justification et de jeu psychologique et religieux, enfin spirituel, pour justifier ça, mais qu'en définitive, ce qu'il en ressort, c'est en fait, ça tient pas. Personne ne va jusque-là pour essayer de démontrer des choses sur la religion, surtout, encore une fois, avec une vision aussi simpliste et aussi en surface de ce qu'est la religion et de ce qu'est la foi. Donc en définitive, je trouve ça dommage que le film, au bout d'un moment, n'acknowledge pas suffisamment ça à la fin, enfin ne prenne pas suffisamment ça en compte dans son déroulé à la fin, que la réponse à cette question, c'est qu'au bout d'un moment, Hugh Grant, c'est juste un putain de psychopathe misogyne qui a besoin de faire du mal aux femmes, quoi. Peut-être que Hugh Grant manque de backstory qui justifierait son point de vue sur la foi. J'aime bien, moi, parfois que les personnages n'aient pas trop de backstory, pas qu'on nous explique tout avec un traumatisme initial et ce genre de choses, mais c'est vrai que ça nous aurait peut-être aidé à justifier qu'il aille jusque-là. Peut-être qu'il aurait fallu l'un ou l'autre, comme Fidus, effectivement. Soit finalement accepter de dire que ce mec a en fait une réflexion vraiment pas si brillante que ça et que c'est juste un psychopathe, ou au contraire dire effectivement qu'il y a quelque chose qui justifie au fond de lui le fait qu'il aille jusque-là pour mener son petit jeu, effectivement. Tamanous, tu dis, bah, j'ai un peu de mal à préciser, mais pour certains, Dieu c'est ça, et pour d'autres c'est autre chose, mais il y a pas vraiment de définition universelle. Bah non, c'est sûr, oui, c'est sûr que ça dépend effectivement des religions, des croyances. Absolument. Ce qui est amusant, c'est que certains univers comme Silent Hill actent complètement l'idée pour ces personnages que les monstres, les créatures, le mal, la souffrance, etc. sont la volonté de Dieu et qu'il n'y a rien de gentil. Oui, Lapin Zombie, c'est aussi toute une autre vision, mais juste le fait que, en fait, à partir du moment où il y a une force supérieure qui se manifeste, elle ne peut être que mauvaise, et qu'en fait, ça explique pourquoi tout va toujours si mal dans le monde, et tout va toujours de plus en plus mal. Enfin, quelque part. Pour moi, quand il tue Sophie, on comprend... il tue Sophie. On comprend qu'il s'en fout un peu et qu'il veut juste contrôler des gens. Ouais, oui, avec le truc de l'implant dans lequel la Chloé East, elle marche pas du tout et tout. C'est vrai. Non mais je suis d'accord, Charcoloud, c'est pas absent du film. C'est juste que je trouve que la narration du film oublie quand même trop ça au profit du jeu de petit malin qu'il essaie de mettre en place, et je trouve ça un peu dommage. Ça n'empêche pas que j'aime vraiment le film, hein. Et donc tout nous mène un petit peu à la fin du film et au plan final, qui est hyper intéressant parce que donc le personnage de Chloé East finit par s'échapper, donc le personnage de Hugh Grant meurt parce que Sophie Thatcher se réveille une dernière fois avant de vraiment passer l'arme à gauche, et qu'elle fout du coup un coup de planche cloutée dans la tronche de Hugh Grant là, et que il meurt. Scène vraiment très cool d'ailleurs. Donc Chloé East finit par s'échapper. Et à la fin, donc elle reprend sa respiration, elle est enfin à l'extérieur, elle est sortie de cette maison, elle sent enfin le soleil sur sa peau, il ne pleut plus, tout ça. Et tout à coup, un papillon se pose sur sa main. Elle voit qu'un papillon se pose sur sa main, et au moment où elle le regarde, la caméra revient un instant sur sa main, et en fait le papillon n'est plus là, ou n'a jamais été là, on ne sait pas exactement. Et alors que plus tôt dans le film, elle disait justement que si un jour elle mourait, elle ferait en sorte, et que donc il y avait bien une vie après la mort, en tout cas une manière de contrôler ce que tu fais après la mort, s'il y avait une forme de réincarnation, elle ferait en sorte de se manifester sous forme de papillon, et de se poser délicatement sur la main des gens qu'elle a aimés, pour leur signifier juste que tout va bien, et qu'elle est là, et que voilà. Et du coup, quand il se passe ça à la fin, et qu'il y a effectivement un papillon qui vient se poser sur sa main, on a tendance à penser, enfin en tout cas, on se dit, bah du coup, face à cette image, merci Rakesh pour le follow, face à cette image et la manière dont, encore une fois, le film nous a conditionnés à penser, on va supposer que c'est le personnage de Sophie Thatcher qui essaye de lui communiquer avec elle depuis l'au-delà, et de lui dire que tout va bien, merci, vis ta vie maintenant, enfin voilà, un message positif. Et donc ça va dans le sens de la religion, ça va dans le sens de la foi. Et en même temps, cette caméra qui revient sur la main et qui nous montre que le papillon n'est pas là, en fait,
ça laisse une fin complètement ouverte qui va reposer un peu toutes les questions que le film a posées jusque-là. Est-ce que le fait qu'elle voit le papillon, déjà, est-ce qu'elle le voit plus quand il a disparu? Est-ce que vraiment elle le voit plus? Est-ce que le papillon a été là ou pas? Mais alors, est-ce que c'est une question de foi? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est une illusion? En tout cas, l'apparition de ce papillon, ça peut être des tas de choses. Et le film, justement, nous a, dans un premier temps, conditionné à penser que ça pouvait être Sophie Thatcher, et nous a quand même conditionné finalement à tout de suite après nous poser la question de mais en fait, il faut pas que je parte du principe que c'est ça, et il faut que je questionne justement cette apparition. Est-ce que juste un papillon s'est posé sur sa main aussi? Ça peut être tout simplement ça, et que ça n'est absolument pas une manifestation divine, et c'est juste un papillon qui passait par là et qui s'est dit qu'il allait se poser là. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça réunit un petit peu les deux portes qu'il y avait plutôt dans le film. Donc elle devait choisir entre la porte du belief, enfin donc de la croyance, et la porte de la vérité. Qui en fait menait au même sous-sol. Ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ce que le personnage de Hugh Grant n'avait pas compris, en fait, c'est que pour des humains qui ne peuvent pas faire autrement que de comprendre le monde et de comprendre ses données autrement que qu'avec leur cerveau, et d'en faire l'expérience par leur corps, on peut pas faire autrement que d'introduire la croyance dans la manière dont on comprend le monde. Parce qu'en fait, encore une fois, on vit avec un cerveau, on vit avec un type de pensée, avec des choses plus ou moins conditionnées ou parfois pas, mais toujours est-il que, au bout d'un moment, la croyance, pour l'humain, devient la vérité. C'est bien de toujours questionner ça et de remettre ça en question et de ne pas rester toujours dans un système de croyance. Il faut remettre les choses en question et les challenger, etc. Mais à un moment donné, la vérité que vit un humain va forcément passer par sa croyance. C'est-à-dire que on n'a jamais aucune preuve, de toute manière absolument définitive, que ce qu'on vit autour, que ce qu'il y a autour de nous est réel. Alors évidemment, on va dire Descartes, je pense donc je suis, ce genre de choses, toujours on se raccroche à des choses évidemment, mais vous pouvez jamais être 100% sûr que le monde autour de nous se limite à notre entendement et qu'il est exactement réel tel qu'on le perçoit, tel qu'on le voit. D'autant qu'on sait très bien que les animaux n'ont pas forcément la même vision que nous, ne voient pas forcément les mêmes couleurs, que nos yeux filtrent aussi certaines lumières, certaines couleurs, etc. Et que donc au bout d'un moment, l'expérience qu'on fait du monde, elle passe forcément à travers les filtres que forment notre corps et notre esprit. Pourtant, on est obligé de faire comme si les choses qu'il y avait autour de nous, la manière dont on les perçoit, comme si c'était la vérité. Sinon, on peut pas avancer. Sinon, on peut pas faire avec le monde autour de nous. On peut pas, voilà. Donc on peut pas. On est obligé de se limiter à ça d'une certaine manière. Ça veut pas dire qu'on n'a pas conscience qu'il peut pas y avoir d'autres choses, qu'on peut pas, que les choses ne peuvent pas être autrement. Mais au bout d'un moment, on est obligé de faire en sorte, enfin, comme si les choses qu'il y avait autour de nous, ce qu'on perçoit comme vérité, étaient la vérité. Et donc, ça passe encore une fois par la croyance. Après, le fait qu'on croit en Dieu ou pas, le fait qu'on croit que ce papillon est l'âme de Sophie Thatcher ou pas, en fait, c'est la vérité, ce sera ce qu'elle décide d'en faire, le personnage de Chloé East. Ça veut pas dire, et peut-être que du coup, avec cette expérience, elle saura aussi que cette croyance est une question de choix, mais la foi est une question de choix aussi, beaucoup de toute manière. Mais ça veut pas dire, en fait, pour elle, ça restera une vérité. Le belief, la croyance, devient la vérité pour la personne qui croit, tout simplement. Et donc en fait j'aime beaucoup la manière, même si voilà, vers la fin du film je trouvais que le film devenait de moins en moins solide et que ça devenait un peu compliqué par certains aspects, et que j'avais été un peu limitée dans un peu frustrée, je veux dire, dans les limites du discours sur la religion. Et je trouve que ce dernier plan, cette fin ouverte, elle est hyper chouette dans la manière dont ça va ramener l'importance de la foi et nous faire sentir à quel point c'est important, parce que le personnage de Chloé East a tellement besoin à ce moment-là de croire justement que c'est l'âme de Sophie Thatcher qui se manifeste dans ce papillon. Ce qui veut pas dire pour autant qu'elle est pas capable de remettre ça en question et de porter un regard aussi plus rationnel sur la chose. Mais à ce moment-là, ce qui est plus important, ce qui est nécessaire pour elle et ce qui est finalement plus vrai par rapport à ce qu'elle vient de vivre, c'est le fait qu'elle le croit, c'est sa foi en cette chose-là. Et du coup, je trouve ça assez beau la manière dont ces derniers plans viennent tout re-questionner. C'est un peu la question de
Ça me fait vaguement penser, c'est très, très annexe, mais ça permettra peut-être d'expliciter un peu ce que je veux dire. C'est un peu comme dans la tragédie classique. L'une des règles de la tragédie classique, si vous vous rappelez un petit peu de... Enfin, si vous avez étudié ça en cours et si vous vous en souvenez, les règles de la tragédie classique, celles de Racine notamment, Corneille, tout ça, donc il y a des règles très précises à suivre. Unité de lieu, unité de temps, personnage noble, tout ça. Et il y a aussi la vraisemblance. Il faut que l'histoire qui se déroule soit crédible, soit vraisemblable. Voilà, on ait l'impression que c'est des événements qui aient pu réellement se dérouler. Et notamment là où ça vient, comment dire, où cette règle devient à la fois compliquée et passionnante, c'est que parfois les choses de la vraie vie, des choses qui se sont réellement passées, sont vraies, mais elles ne sont pas vraisemblables. C'est-à-dire que ça nous arrive plein de fois dans la vie de se dire, mais en fait, si on avait mis ça dans un film, on n'y aurait pas cru. Ça aurait pas été crédible, ça aurait été beaucoup trop. Mais ça nous arrive tout le temps, soit de voir les dingueries que font nos politiques, ou tout simplement dans des épisodes de la vraie vie, des hasards incroyables, des coïncidences incroyables qui se passent, et on se dit mais c'est fou, parce que vraiment ça, dans le scénario d'un film, j'aurais trouvé ça trop gros, j'aurais trouvé ça trop artificiel, je n'y aurais pas cru. Et donc c'est... Alors que parfois c'est des choses qui, voilà, des choses qui se passent vraiment. Donc c'est vraiment la différence entre la vérité et la vraisemblance, le vrai et le vraisemblant. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Et donc à la fin, cette histoire de papillon, c'est peut-être vrai que c'est juste un papillon. C'est peut-être vrai que juste elle est traumatisée et qu'elle a une illusion à ce moment-là, ou c'est peut-être vrai aussi que c'est juste un random papillon qui passait par là, qui s'est posé sur sa main et qui n'a rien à voir avec l'âme de qui que ce soit, mais à travers ce qu'elle a vécu, à travers son regard, son expérience et sa foi, c'est plus vraisemblable que ce soit le personnage de Sophie Thatcher. Et du coup, c'est peut-être ça qui compte le plus. Et j'adore que le film ouvre sa fin sur cette réflexion, tout simplement. Voilà. J'ai à peu près... Oui, Trump, effectivement, c'est un bon exemple de quelque chose qui n'est absolument pas vraisemblable, qui est malheureusement apparemment vrai, mais absolument pas vraisemblable. On est d'accord. On avait acté que l'hippopotame était meilleur en termes de réincarnation. C'est ça. C'est vrai, lapin zombie, que les papillons ça vit pas longtemps, mais c'est justement, c'est juste le temps de dire écoute, je passe de l'autre côté et tout va bien, hein, ne t'en fais pas pour moi, mais. Voilà globalement dans les grandes lignes ce que j'avais à vous dire sur ce film. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ou poser des questions? Je suis désolée, franchement j'aurais voulu faire quelque chose de plus consistant, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc bon. Qu'est-ce que je peux vous annoncer entre temps? J'ai demandé à Geoffrey tout à l'heure s'il était chaud pour faire des lives Tomb Raider sur. Enfin là dans le mois de décembre. Et le problème c'est qu'il est toujours tiraillé entre là son projet personnel qui lui prend beaucoup de temps et le fait que ce soit la course en fin d'année, surtout à écran large, et le fait qu'il ait envie. Donc on va peut-être réussir à faire un stream au mois de décembre, Tomb Raider, ce serait cool. Mais on reprendra de manière plus intensive après, parce que c'est vrai que décembre c'est l'enfer. Mais évidemment, on est toujours tous les deux aussi motivés. Encore une fois, ce n'est qu'une question de temps et d'énergie. Merci Colorado Kid pour le follow. Le papillon, c'est une fin facile, mais qui marche quand même, j'ai l'impression. Bah, Gomphidius, moi je t'avoue que je m'y attendais pas du tout. Au moment où ça arrive, ça m'a vraiment vachement plu et ça m'a un peu émerveillée parce qu'il y a ce moment hyper heartlifting et en même temps du coup le plan d'après on voit que le papillon en fait n'était possiblement pas là et que du coup on remet encore une fois tout en question le fait que bah en fait cette espèce de joie, de soulagement qu'on a eu à voir ce papillon se poser, ça nous provoque quelque chose d'hyper doux après la manière hyper violente dont le personnage de Sophie Thatcher a été tué, et qu'en fait juste après ça nous repose la question de attends mais en fait pourquoi tu ressens ça et pourquoi tu pars du principe que c'est elle, etc. Et peut-être que c'est absolument rien de tout ça et qu'en même temps bah, si t'as la foi, oui tu dois croire que ce papillon il était là et que peut-être il est toujours là alors qu'on voit qu'il est pas là, et que justement si tu décides de croire en Dieu, ça veut dire que tu dois aussi croire en quelque chose qui est pas tangible, qui est pas visible, qui est pas... voilà. Mais qu'en même temps, ça veut pas dire que pour toi, il est pas là. Bref, je trouve que je la trouve hyper habile cette fin, franchement. Et du coup, non, je la trouve vraiment pas si facile. La section gaming Tomb Raider d'écran large, ouais. Ouais. Surtout Geoffrey. Geoffrey, c'est vraiment un ouf de Tomb Raider.
Écoutez les amis, si vous n'avez pas davantage de questions à poser sur le film, je vais peut-être m'arrêter là, tout simplement parce que j'ai faim et que j'ai fait une tarte à la courgette qui est tellement bonne. Tarte à la courgette, alors excusez-moi, je vous donne ma petite recette. Parce que là, je savais que mon copain allait rentrer tard et il allait pas avoir le temps de faire à manger ou quoi, il fallait qu'il ait à manger quand il rentrerait. Et comme moi, je bossais à la maison aujourd'hui, voilà. J'ai fait. Donc je me suis dit, j'ai ouvert le frigo, j'avais vraiment la flemme puissance 1000 d'aller faire des courses, donc je me suis posé un objectif, je me dis, il faut que je me débrouille avec ce qu'il y a dans le frigo. Oui, bonus recette, excusez-moi, vous en avez rien à foutre, surtout si vous regardez ça en replay YouTube, écoute, excusez-moi, mais c'est comme ça. Il y avait un sachet de courgettes en rondelles congelées, une pâte. Une pâte à tarte certes industrielle, parfois ça m'arrive de la faire maison et d'ailleurs c'est très bon mais là pas le temps, enfin voilà. Euh, qui me restait et il me restait aussi un peu de jambon vegan que j'avais acheté pour une raclette vegan du coup, un peu de gruyère vegan et voilà. Et ah oui, et un fond de lait d'avoine. Et du coup, j'ai fait revenir pendant très longtemps les courgettes dans l'huile d'olive, donc pendant très longtemps, pour qu'elles dorent bien, pour qu'elles prennent bien du goût, avec un bouillon, enfin un cube de bouillon de légumes, un peu de sauce soja. Ensuite, j'ai fait une béchamel, du coup, vegan, avec un peu de farine, un peu d'huile d'olive, et ensuite délayée dans le lait d'avoine, dans laquelle j'ai rajouté du poivre et de la noix de muscade. Et ensuite, une fois que la béchamel était prête, j'ai noyé plein de gruyère vegan dedans, et donc j'ai foutu tout ça dans la pâte à tarte. Et ah oui, et j'ai rajouté de la levure de bière aussi. La levure de bière, ça c'est vraiment l'ingrédient. C'est la petite touche incroyable. Levure de bière sur le dessus et tout pour rajouter un goût fromager. C'est vraiment super bon. Voilà. Excusez-moi, je. Peut-être vous en fichez, mais j'essaye toujours, hein, j'essaye de faire du prosélytisme de sale wokiste vegan de merde. Donc voilà, je vous donne des recettes parce que ça peut toujours servir. Euh, Venu pour une critique ciné, restez pour la tarte à la courgette, voilà. Non mais écoutez, franchement, parce qu'en plus je suis vraiment pas très fan de courgettes, là j'ai réussi à trouver un moyen de m'en faire manger de manière que je trouve délicieuse. Alors certes, il y a plein de gras et de trucs qui sont rajoutés avec, mais bon, écoutez, il faut ce qu'il faut. Hein. Euh, les lardons La Vie sont vachement bons comme Fidios. D'ailleurs, La Vie, ils m'ont fait l'immense plaisir et l'immense honneur de m'envoyer gratuitement des échantillons de leurs nouvelles boulettes de viande, enfin de fausses viandes du coup, qui sont très bonnes. Les lardons La Vie sont très bons. Moi j'aime aussi beaucoup leur jambon. En l'occurrence là c'était pas leur jambon que j'ai utilisé, c'était de la fausse charcuterie que j'avais utilisée pour une raclette de la marque. J'ai oublié la marque. Mais voilà, c'était pas le jambon La Vie en tout cas. La recette de la tarte empoisonnée de Hugh. Alors du coup on la voit. Ah si on la voit la tarte. Mais si, mais oui bien sûr la tarte empoisonnée avec laquelle il assassine sa fausse femme là dans le film. Mais bien sûr. Incroyable, enfin machiavélique ce plan là. Tarte à la myrtille, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Mais absolument, Luigi, je me dis, franchement, si je fais pas de la propagande dans cette critique, dans un film qui parle de religion, j'en ferai où en fait? Ouais, Apivore, c'est incroyable comme marque. Bref. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance pour les meatballs, absolument. C'est là que je me suis dit, peut-être en fait, je suis une influenceuse, on sait pas. Bref. Écoutez, bah ça va être tout, je pense. Hein, voilà, si j'en viens à meubler en vous donnant ma recette de tarte à la courgette, c'est qu'il est temps, je pense, que j'aille la manger et que je vous laisse tranquille. Mais merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, les nouveaux followers. Ça me fait vraiment plaisir de voir que... merci Hamster Forever pour le follow. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir que vous êtes toujours client des lives sur le cinéma. On en refera bientôt. Alors les soirs de cette semaine, je suis prise... Ah oui, parce que demain soir, je vais au concert de Paul McCartney. Bref, je suis prise un peu tous les soirs de cette semaine. Il est possible que je réussisse à streamer dimanche. Peut-être avec Geoffrey ou pas. En tout cas, je vais vraiment essayer de streamer dimanche. Merci Azali pour le follow. Bref, je vous dis... Non, non, merci à vous. Merci Spooky. Merci tout le monde. Je dis Spooky parce que je vois qu'il a arrêté de me faire la tête. Ah oui, il dit enfin, je crois. Ouais, je me disais aussi. Il y a petit bémol qui a rajouté. Ça m'a donné envie de revoir Kingdom of Heaven avec la théorie que le prêtre, en fait, c'est Dieu. Mais j'ai jamais vu ce film. Faut que je le voie. Merci Eric Mess pour le follow.
Et bah écoutez, bah, c'est ça qu'on veut, Silverbarb, c'est pas censé vous gâcher un film, normalement le film est suffisamment riche, comme vous aurez pu le sentir, pour que vous puissiez l'aimer, même en ayant été spoilé. Voilà, je suis très contente d'en avoir parlé avec vous, parce que... Ah non mais arrêtez de me shamer sur les films que j'ai pas vus, ça suffit, stop. Voilà, adieu. Non non mais... bref, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous, je vous dis à très bientôt pour un stream jeu, que ce soit voilà avec Geoffrey, ou que ce soit encore un petit run de The Mortuary Assistant, ou autre chose. Ou ah oui, Immortality aussi, il faut qu'on reprenne Immortality un jour. Bref, je vous envoie chez Vasectomy qui est sur Slay the Princess. Hop, Vasek avec qui, on le dit depuis je sais pas combien de temps, il faut qu'on continue, qu'on continue notre partie de content warning. Hop. En attendant, embrassez-la pour moi. Non mais ça suffit, arrêtez de me shamer, c'est bon. Voilà. Allez chez Vasek. Elle est toujours très cool. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et gros bisous.